Bonjour à tous, c'est le live de 12h30 et nous allons parler, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que l'information est noyée depuis 48 heures maintenant par les cérémonies d'investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et ses premiers et très nombreux décrets qui vont dans tous les sens, qui retirent l'Amérique de l'OMS, de l'accord de Paris qui prévoit très rapidement des gros droits de douane, qui a décidé d'investir 500 milliards de dollars pour mettre un coup de boost sur l'intelligence artificielle. On réduit la réglementation. Ils vont investir dans beaucoup de data centers, histoire de stocker de la donnée et de l'ordinateur pour pouvoir alimenter ce monstre qu'est l'intelligence artificielle. 500 milliards, c'est beaucoup, évidemment. America is back. Il ne faut pas les choses à moitié. Il faut dire que l'ensemble des grands patrons de la tech ont rejoint dernièrement Donald Trump, et Donald Trump est quelqu'un qui aime bien faire plaisir à ceux qui le flattent, à ceux qui lui disent qu'il est le plus beau. Attention quand même à la fable du corbeau et du renard, et donc il va donner et dépenser sans compter, Donald Trump, 500 milliards, rien que ça. Alors évidemment, ils paraissent tout petits, les Davosiens, la secte de Davos. C'est amusant d'ailleurs de voir que au moment même où le monde bascule, avec Trump, d'un côté, eh bien, ils se réunissent comme tous les ans à Davos, derrière Klaus Schwab, dont on dit que c'est la fin du règne. Ils pouvaient même passer la main, je n'ai pas l'impression que c'est le cas encore cette fois-ci, mais ça ne va pas tarder. Il va y avoir un nouveau patron. Est-ce que ce sera Emmanuel Macron ? S'il est espérons, j'ai envie de dire espérons-le, ça voudrait dire qu'il serait plus chez nous. Qu'il aille donc en Suisse, lui aussi, tiens, comme Nono Le Maire. Ils y seront bien, dans les hautes montagnes, du moment qu'ils nous foutent la paix. Ça serait quand même, mais si c'est pour avoir pire, si tant est qu'avoir pire que Macron, je ne crois pas que ce soit possible, mais avoir quasiment un équivalent à un Édouard Philippe, ou un autre, qui peut paraître mieux, mais qui nous réservera peut-être de mauvaises surprises, je ne sais pas. Donc Davos est notre ineffable, inénarrable, impayable gouverneur de la Banque de France. On va revoir un peu son pédigré à celui-là, François Villeroy de Galhau, qui propose, eh bien, après Sandrine Rousseau, que l'on capte, que l'on nous pique notre épargne. C'est pas mal ça. Alors moi, je vais vous dire, quand un grand bourgeois, une vieille bourgeoisie de l'Est de la France, de Lorraine, comme Villeroy de Galhau, et Sandrine Rousseau, la gauchiste, avec la culotte entre les dents, et surtout l'homme bien déconstruit à côté d'elle, vont tous les deux, elle est gauchiste, elle est écolo à mort, eh bien s'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire nous piquer notre épargne, dire il y a 300 milliards là, ils sont mal investis, il va falloir les rediriger. C'est ce que disait d'ailleurs pas plus tard, je crois que l'année dernière, Emmanuel Macron. Il faudra que je retrouve mes notes, mais je crois qu'il avait expliqué en effet que l'épargne, ça il parle un petit peu comme un banquier, Macron, il disait l'épargne est mal allouée. Elle n'est pas bien allouée, donc on pourrait l'allouer un peu mieux, lui trouver une meilleure destination. C'est un suicide. La secte de Davos me fait penser à la secte de l'ordre du Temple solaire. Ils sont, je pense, totalement à côté de leur pompe. Ils sentent évidemment le vent du boulet. Ils sortent de l'histoire. Le rapport de force est inversé. Ce qui s'est passé depuis 2-3 jours, on le sait, le rapport de force s'est inversé. Ça, on peut pas le nier. Trump a inversé le rapport de force entre, d'un côté, les souverainistes conservateurs, dans cette espèce de combat et cette course de vitesse dans le monde, et les cosmopolites, les mondialistes, de l'autre. Nous étions bien sûr sur le reculoir, ce n'est plus le cas. En profiterons-nous en Europe ou pas? On a l'impression que la secte de Davos ne va rien lâcher, même s'ils ont pris un coup sur la tête, mais surtout aux États-Unis, et que cet État profond américain va se transférer de l'autre côté. On le sait, ils le disent à chaque fois, c'est la marche par le déséquilibre en avant. Un échec de l'Europe, il faut plus d'Europe. Ils iront jusqu'à l'Europe intégrée. Et il va falloir du carburant. Il va falloir du carburant pour faire marcher cette machine infernale. Eh bien, je vous l'annonce, en direct live, le carburant de la machine infernale, c'est votre pognon.
C'est notre pognon. Voilà, ils vont nous le prendre de toute façon depuis le temps qu'il l'annoncent. À mon avis, c'était peut-être d'ailleurs une fausse piste d'imaginer qu'il le ferait uniquement pour les banques. Il y a d'autres moyens pour allouer l'épargne, d'y arriver. Et on va en parler dans un instant et on va voir, dans cet Armageddon final, comment les Davosiens veulent répondre chaque coup, à la fois aux souverainistes d'outre-Atlantique, aux Trump, aux Musk et à tous les autres, mais aussi évidemment continuer et remporter définitivement cette guerre déclarée en mars 2020 quand Macron a dit « nous sommes en guerre », évidemment, c'était en guerre contre les peuples, c'était une guerre contre nous. Et cette guerre, nous allons voir les derniers propos à Davos du gouverneur de la Banque de France, elle va s'accélérer dans les semaines et les mois qui viennent. Il va falloir en prendre très rapidement conscience parce qu'après, moi je peux vous le dire, ce sera trop tard. Ce sera vraiment trop tard. Maître Divisio, ce matin, disait qu'il était peut-être déjà trop tard à avoir accepté le pass sanitaire. C'était peut-être ce qui n'était pas acceptable. Mais vous verrez, il va y avoir bien mieux, il va y avoir bien pire. En 2022, ces Français ont voté pour Macron parce qu'ils ne voulaient ni la guerre, ils voulaient surtout garder leurs bons sous, leur bonne épargne. Et ils pensaient qu'avec, évidemment, Marine Le Pen, ils perdraient la paix, ils auraient la guerre en Ukraine, et ils auraient et les politiques économiques catastrophiques que pourrait appliquer le Rassemblement national leur feraient perdre aussi leur argent. Ils se sont rassurés comme ils ont pu avec les chantres de la paix et les petits Mozart de la finance. On voit le résultat aujourd'hui. Nous sommes en faillite et nous n'avons jamais, pour ce qui nous concerne, nous Européens encore, si près de la guerre, parce que s'il y a une désescalade entre Poutine et Trump, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a des forces spéciales qui s'entraînent, et entre autres des forces spéciales françaises qui s'entraînent. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi, même si c'est partie remise, hier, vous savez, le mois de janvier, nos chefs de l'État forment des vœux aux différents corps constitués. Et hier ou avant-hier, Macron a formé ses vœux auprès de l'armée, de l'institution de l'armée. Et il y a un petit chapitre, un petit paragraphe de ce qu'il a dit qui devrait nous alerter. Lui qui n'a même pas fait son service militaire, le Macron, a dit qu'il fallait que l'institution militaire s'ouvre pour accueillir nos jeunes, pour accueillir les jeunes pour faire la guerre demain. Et il a dit ça, ce qui a certainement enchanté les militaires. Quoiqu'on sait que les militaires sont en temps de paix, non seulement le militaire est souvent un militaire d'opérette quand il n'est pas un militaire de plateau, mais il est cossard. Le 5 étoiles, le général 5 étoiles et toute sa hiérarchie, ils sont cossards, comme de bons fonctionnaires. Et on sait, je le sais, moi pour en fréquenter beaucoup, les militaires sont tout à fait hostiles à un retour de la conscription, tout simplement parce qu'ils en sont plus capables. Ils sont plus capables d'encadrer des centaines de milliers des classes d'âge, même si elles sont moindres qu'à une époque. Ils ne pourront pas intégrer à nouveau pendant un an, ça c'est une blague. Ils n'en sont pas capables, c'est absolument impensable. Mais par contre, c'est ce que semble vouloir les inciter à faire Macron. Bon, encore une fois, des mots, du blabla, on est bien d'accord. Mais quand même, donc pas si loin que ça encore de la guerre, et avec la faillite. Et puis pas seulement la faillite, la volonté de rendre coup pour coup, la volonté d'être une puissance européenne, ils vont le faire avec notre fric, avec notre épargne. Et je peux vous assurer que quand le gouverneur de la Banque de France commence à en parler, Macron en parlait il y a un an, on devrait se poser la question. Voilà, j'ai retrouvé ce que Macron disait le 17 janvier 2024, il y a un an. L'Europe a beaucoup d'épargne, mais cette épargne est mal allouée. Il a beaucoup. Voilà, ils nous auront ruinés jusqu'au bout. Non seulement ils ont tiré des traites sur nos enfants, nos petits-enfants, mais ils vont racler les fonds de tiroir. Ils iront jusqu'au bout. Je vous dis, c'est un suicide organisé, c'est le temple solaire, parce qu'évidemment, cet argent, ils vont l'utiliser pour leur transition, leur folle transition. La transition LGBT, tout est trans chez ces dingos. La transition écologique, voilà, c'est là-dessus que le pognon va aller, comme le veut Sandrine Rousseau. Les trans, le LGBT, la propagande
et l'écologie. Hein, ça, c'est là-dessus qu'il va y aller. Ceux qui croient que ça va aller sur l'intelligence artificielle, à mon avis, se fourre le doigt dans l'œil. C'est 500 milliards d'un côté, c'est pour la transition informatique, la transition numérique. Ça, on est bien d'accord, c'est Trump. Et nous, on va tout mettre sur le LGBT, moi je vous le dis, et sur les éoliennes. Trump a dit plus d'éoliennes. Comme on est dans une espèce d'inversion diabolique dans le miroir, dire que tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut nous être préjudiciable, ils vont le faire jusqu'au bout. Ça s'appelle un suicide, là, pour le coup, et c'est un suicide qui est organisé par les maîtres de la secte du temple solaire, qui est les Davosiens, qui sont les européistes. C'est pas le suicide français d'Éric Zemmour, qui, quelque part, nous colle à tous l'envie de nous suicider. Moi, j'ai aucune envie de me suicider. Je suis sûr que vous tous, là, en face, vous n'avez aucune envie de vous suicider. Vous n'avez pas envie de saboter l'avenir de vos enfants ou de vos petits-enfants. Vous avez au contraire envie de prospérité. Donc, lorsqu'on a quelques moyens, les investir à la fois dans l'intérêt, dans nos intérêts, dans l'intérêt de nos familles, et puis dans les intérêts de ceux qui portent collectivement ces familles, c'est-à-dire notre pays, notre patrie. On n'est pas des dingues, nous. On va pas investir un copec sur la transition écologique. C'est complètement absurde. Quand je vois que les Chinois se sont payés le culot de critiquer la sortie de l'accord de Paris par Trump, ce sont les pires pollueurs. Ils ont tous les toupets. N'en déplaise à notre ami Laurent Michelon, qu'on apprécie, qui des fois est un petit peu excessif, je trouve, dans la défense des intérêts de la Chine, mais qui est un type extrêmement brillant et qui nous délivre des analyses dont on se régale sur géopolitique profonde, bien évidemment. Mais j'avoue que des fois, le chinois, c'est pas que je suis contre. Je ne suis pas Édith Cresson, je ne les compare pas à des fourmis, loin s'en faut. C'est une civilisation ancestrale, mais ils défendent leur intérêt très égoïste. Il n'y a pas plus égoïste qu'un Chinois. Il ne pense qu'à lui. Pour être même dans le cadre des médias et avoir été confronté à eux, je peux vous dire, c'est pire que dit-on quand on est misogyne, les femmes au moment du divorce. Ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Se partage, au moins, en tout cas. Donc, voilà, avoir le culot, il pollue comme si tant est qu'il y ait quelqu'un qui pollue plus que tout, mais on en a bien besoin d'ailleurs, hein, notre société de consommation ne vivrait pas sans. Alors après, il faut faire des choix plus drastiques. Mais en tout cas, pour que notre monde continue comme il continue aujourd'hui, il faut que le chinois pollue énormément. Et puis après, ça sera le cas. Après, ça sera l'Inde. Ils prendront la suite. Donc, qu'ils aient le culot de dire aux Américains vous ne devez pas sortir de l'accord de Paris, c'est extraordinaire. Sachant que je pense que des pays qui sont les plus vertueux en la matière, il y a probablement la France. Et on est ceux qui réclamons toujours plus de transition écologique. Alors qu'avec nos bonnes centrales nucléaires, eh bien la trace carbone est quasiment nulle. Et ça, on est de loin les premiers. Mais, on n'est jamais assez. C'est comme un homme n'est jamais assez déconstruit, Madame Rousseau. Et nous ne sommes jamais assez dans la décroissance. On n'est jamais... En fait, avec Madame Rousseau, je pense qu'on n'est jamais assez mort. Hein, ça doit être ça. Allez, la communauté, parce que je me suis emporté, et normalement, voilà, j'annonce dès les premières minutes la revue, évidemment, notre revue, notre communauté, venez nous rejoindre, mais là, on est déjà pratiquement à un quart d'heure, je reconnais, un peu échauffé. Voilà, donc, il y en avait, tiens, il y a ceux dont on parle, Xi Jinping, Trump... et puis là, les deux là qui vont partir très vite là dans les poubelles de l'histoire, Netanyahou et Macron, c'est ce qu'on souhaite, et Poutine qui est là, j'espère que entre Trump et Poutine, il devrait aider à ce que ces deux-là, vous savez, allez, pousse-toi de là, on va les voir en plus gros les deux là, très bien, et les autres on ne veut plus les voir du tout. Donc ça voilà, la revue, venez nous rejoindre, une semaine de gratuité, que ce soit sur la revue papier ou dématérialisée, vous avez accès comme ça à des formations sur la décentralisation financière. Et la décentralisation financière, alors là c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Des fois on pourrait dire mais pourquoi il parle de ça Stocker vu le thème de l'émission. Mais alors là on peut pas être plus dans le cœur du sujet parce que si tant est que vous ayez de l'épargne et que vous voulez pas qu'on vous la pique, il va falloir peut-être faire un petit peu
un tantinet, un chouïa de décentralisation financière d'une façon ou d'une autre. Il y a de multiples façons. Et plutôt qu'en effet de critiquer, il y a des façons, en effet, de trouver des solutions. Et je pense qu'on en a pris une bonne tranche ce matin avec, je le rappelle, Divisio, qui a été, moi j'ai trouvé extraordinaire. Passionnant et drôle. Voilà. Et donc sinon, voilà. Les produits dérivés, n'hésitez pas. La boutique ne ferme pas. Elle est ouverte 365 jours sur 365. La boutique de géopolitique profonde. Alors, on en revient à pourquoi est-ce que tout d'un coup, on peut s'imaginer que Davos va nous piquer cet argent. Déjà parce qu'ils lorgnent dessus depuis un moment, que c'est pas nouveau. Qu'ils ont produit des lois aussi qui permettraient de secourir des banques en cas de catastrophe. Mais ça serait là uniquement pour garantir finalement leur survie, et sachant qu'on a quand même des banques qui ont un caractère systémique en France, par exemple. Et il est vrai que si demain l'État ne pouvait plus rembourser sa dette, les banques prendraient cher. Très cher. Société Générale, c'est une banque systémique si elle se casse la gueule. La BNP, je vous en parle même pas. Tiens, il vient de la BNP, justement, là, le gouverneur de la Banque de France. On va voir un petit peu son CV tout à l'heure. Donc, ce sont des banques, si elles se cassent la gueule, c'est systémique peut-être sur les finances mondiales. Hein. Ça écroulera peut-être même plus que l'euro. Faut le savoir, on a frôlé la catastrophe en 2007-2008 sur ces sujets. Mais il y a des très grosses banques, hein, je vous parle même pas de la banque fédérale d'Allemagne, enfin dans la principale, la Deutsche Bank en Allemagne, mais qui paraît-il en plus est une banque qui est très malade sur le plan de son bilan, de ses bilans financiers. Donc évidemment, on pense au fait de prendre l'argent des ménages, sachant qu'il y a certaines choses qui sont protégées en cas de faillite. Mais moi, je pense que c'est pas du tout le seul moyen de le faire. Elle est mal allouée, dit Monsieur Macron, l'épargne. Alors, si c'est pas qu'elle est, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Elle est mal allouée. Il est banquier quand même. De quoi? C'est un énarque ou c'est un banquier? Ou c'est les deux? Ou il pense qu'on peut fonctionner avec les marchés financiers comme à Bercy où on dit bah tiens finalement je vais te ponctionner un peu plus ou un peu moins. C'est pas comme ça que ça marche. S'il y a besoin d'allouer d'ailleurs de l'épargne, croyez-moi, elle va aller sur les 500 milliards des data centers de l'argent mondial. Il va plutôt aller à financer la dette américaine, parce que 500 milliards, je peux vous dire, vu leur déficit, c'est que de la dette. Hein. Ils vont plutôt aller, à mon avis, vers les États-Unis, où les choses sont claires, où on sait que c'est pour un accroissement de l'IA, de la prospérité, quoi qu'on pense par ailleurs de l'IA, et moi j'en pense pas nécessairement le plus grand bien, là je fais juste un peu de théorie économique, et de théorie financière. Donc les marchés, ils ne savent pas, et là, c'est étonnant parce que ce sont quand même des libéraux. Ce sont des énarques, mais ce sont des libéraux. Donc un libéral considère que l'allocation du capital se fait de la façon la meilleure qui soit sur des marchés de concurrence pure et parfaite, de transparence totale, ce qui est le cas quand même des marchés financiers. En tout cas, c'est plus transparent que d'autres marchés. Donc s'ils viennent pas vers vos produits tout pourris là, vers votre transition écologique et votre transition de genre, il y a peut-être une raison. C'est que tout simplement, ils en veulent pas. On n'en veut pas de vos produits, on n'en veut pas. Vous les gardez, votre merde, vous la gardez, votre daube, là. On n'en a pas besoin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils le savent très bien. Hein, François Villeroy de Galhau, il le sait très bien. Emmanuel Macron, ils le savent très bien. C'est tous les deux des inspecteurs des finances. C'est-à-dire, ils ont fini major ou dans la botte de l'ENA. Alors, Villeroy de Galhau, lui, il est encore plus amoché parce qu'en plus, il avait commencé par Polytechnique. Polytechnique, l'ENA, inspection des finances. C'est difficile de faire pire. Si, éventuellement faire Normal Sup en même temps. Je crois qu'il y a quelques spécimens qui ont fait les trois, mais lui, enfin, il en a déjà fait deux. Donc, ils le savent. Ils savent que c'est pas même si la Banque centrale européenne utilisait des conditions très avantageuses vu les taux, je vois vraiment pas comment ils peuvent. D'ailleurs, la présidente de la BCE n'a rien dit là-dessus. Hein. C'est Van der Leyen et c'est Villeroy de Galhau. Mais c'est dire qu'on pousse vers cela. C'est-à-dire trouver des produits financiers qui donneraient envie aux investisseurs et à l'épargne surtout européenne, à notre épargne, d'aller s'investir dans ce domaine. Donc, à moins de le contraindre, c'est impossible
Mais impossible. Si demain votre banquier vous propose un produit financier tout pourri sur la transition, bon, faites ce que vous voulez, hein. C'est votre argent, c'est pas le mien. Mais moi, j'irais peut-être faire une petite. Après, on va dire que je fais trop de promotion pour géopolitique profonde, mais ça mange pas de pain, c'est gratuit. Allez regarder un petit peu peut-être la décentralisation financière, parce que je ne suis pas persuadé que nos conseillers et que nos banques actuellement soient des mieux inspirés quand on sait à quelle engeance ils appartiennent, puisque ce sont les mêmes, ils pantouflent. Hein, Villeroy de Galhau, on pourra en dire quelques mots, tiens, pour en rigoler, faire un petit peu de poujadisme, se laisser aller à un peu de poujadisme, mais il connaît les deux, il a fait aussi la BNP, donc il est parti aussi dans le privé. Donc ce sont les mêmes. Ceux qui dirigent les grandes banques françaises, ce sont tous des énarques, hein, ou des polytechniciens. C'est-à-dire des gens qui ont dû des années à l'État, hein, après leurs études, qui étaient des fonctionnaires payés. On est payé en tant que fonctionnaire, hein, quand on est en catégorie A de la fonction publique, hein, les cadres. Donc payés à étudier. Donc voilà, ils connaissent très bien ça. Donc il y a rien à en attendre, ce sont les mêmes. Donc et c'est eux qui vont produire justement cette attrape couillon. Moi je ne crois pas. Je pense que ils trouveront, parce que justement ils sont aujourd'hui pris à la gorge, et que je le crains beaucoup. C'est ce que je disais ce matin dans la revue de presse. Beaucoup finalement vont préférer, à mon avis, le confort de rester dans l'Union européenne, quitte à perdre toute souveraineté, perdre toute identité nationale, plutôt que de perdre, pense-t-il, leur petite économie et leur petite vie. En réalité, hein, c'est là que vaut vraiment l'adage de la Bible, du Nouveau Testament, qui a créé beaucoup de conversions. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui voudra et qui acceptera de la perdre pour moi la gagnera. Alors je détourne un peu, j'avoue, la formule pour la rendre, la mettre plus sur un aspect patriotique, mais je pense que c'est cela, c'est ceux qui perdront, qui accepteront de perdre le sentiment d'appartenance nationale, cette identité si forte qui vient s'inscrire dans d'autres identités, dont l'identité de la famille aussi, évidemment, dont l'identité culturelle, dont l'identité de nos origines, mais qui perd ce surplomb national, d'appartenir à une nation. Je rappelle d'ailleurs que dans les grands textes sacrés, les nations sont toujours invoquées. Eh bien, si on perd cela, on perd une partie de son âme, parce qu'il y a une âme nationale. Et quand on a perdu une partie de son âme, ben voilà, c'est là qu'est cette formule: celui qui voudra sauver sa vie mais perdre son âme, ben perdra l'essentiel, et inversement. Donc je pense que c'est le problème. Moi, ce qui me tracasse le plus aujourd'hui, c'est que finalement nous préférions le confort de l'intégration européenne et de la disparition des nations. C'est ce sur quoi ils comptent. Ils peuvent utiliser finalement, même si ça les déstabilise, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça les déstabilise est-ce qu'une partie justement des concitoyens européens ne sont pas aussi déstabilisés? Ils jouent une propagande considérable. Regardez comment, est-ce que c'est par désespoir qu'ils jouent sur le bras levé de Musk, ou est-ce que c'est parce que ils veulent continuer et aggraver et accroître, comme dans 1984 d'Orwell, cette prison des peuples, mais prison des individus. On en a parlé ce matin avec les différents passes sanitaires, passes du gueux, hein, avec les ZFE, tous les passes possibles pour enfermer, non pas pour protéger. Vous voyez, toujours au nom du climat d'ailleurs, c'est ce qui est très bien Divisio ce matin, mais au nom toujours de notre intérêt. Donc nous enfermer toujours plus pour capter ce qu'il reste d'énergie. Et on le sait, l'énergie numéro 1, eh bien c'est l'argent. C'est une énergie extérieure à nous, mais qui est le produit d'une dépense énergétique. L'énergie humaine, elle est liée au capital. Donc, la capter par tous les moyens
pour continuer finalement à exister, à survivre. Donc beaucoup de désinformation, bien faire passer Trump, Musk et toute la bande pour des fascistes, pour des salauds, pour des milliardaires qui ne pensent qu'à leur intérêt propre et qu'il va falloir se défendre face à eux parce que nous avons des géants. C'est le discours de Macron quand il dit si nous restons Européens des herbivores, nous avons c'est toujours la logique de la peur, nous qui sommes des herbivores, on va se faire dévorer par les carnivores que sont la Chine, les États-Unis ou la Russie. D'ailleurs, on rappelle qu'il n'a jamais autant prospéré, le discours, l'idéologie de Macron, elle n'a jamais autant prospéré en France et en Europe que juste après la première victoire de Trump. À chaque fois, je pose la question, et mes intervenants, des fois, ne répondent pas, ou ne répondent pas comme pas comme j'aimerais, mais ne vont pas au fond du sujet. Pourquoi après le Brexit, pourquoi après la victoire de Trump, ce basculement si considérable vers l'oligarchie européiste mondialiste, cosmopolite? Pourquoi avoir voté massivement et avoir réélu même, ce qui est un coup de force, un tour de force, pardon, 2 fois de suite Macron, c'est-à-dire l'antithèse même de ce qui était en train de se lever à l'époque. Et avec finalement la déstabilisation de Macron, elle a eu lieu, regardez, ces 4 dernières années. C'est là que Macron a été le plus déstabilisé. C'est quand les démocrates étaient au pouvoir, aux États-Unis, finalement. Parce que là, dans ces cas-là, il y a une espèce de, comment dire, d'adéquation entre les deux côtés de l'Atlantique. Donc là, les gens sont furieux, parce que là, les gens prennent conscience. Ils disent, mais c'est pas possible, mais c'est quand même pas possible. Et donc là, ils sont prêts à se révolter. Regardez bien, vous verrez que tous les grands mouvements finalement où Macron a été le plus rejeté, ce sont des années où il a fallu qu'ils inventent des narratifs pour maintenir justement narratif crise sanitaire, narratif de la Grande Guerre, pour justement par la peur continuer à essayer d'empêcher la cocotte minute qui était en train de monter. Alors que dans les périodes justement où ils arrivent à créer de l'instabilité réelle en disant mais attention, là vous allez souffrir, et c'est vrai qu'il va pas nous faire de cadeaux, le Trump. On va souffrir économiquement, ça va être désastreux. Et bien quand les gens vont voir qu'ils s'appauvrissent, qu'il n'y a plus d'emplois, que l'inflation augmente avec les droits de douane, et qu'on n'a pas plus d'industrie pour autant, et qu'on est bien petit, diront-ils. Vous voyez, mais on est bien petit. On ne pourra jamais y arriver tout seul. Eh bien, ça incite une partie non négligeable de la population à se retourner à nouveau vers les Davosiens. Donc, je pense que quand ceux qui disent, un peu rapidement, je trouve, parmi les nôtres, que ça va totalement déstabiliser les Davosiens, moi, je le souhaite. Pas dire que je le souhaite pas, mais j'en suis pas certain. Je pense qu'au contraire, beaucoup accepteraient des solutions qui leur permettraient de garder leur petit confort, qu'ils se sentiraient menacés justement par l'ogre, alors là par une série d'ogres, où finalement tout le monde serait considéré comme les grands blocs seraient des ogres, et si seule notre intégration pourrait aider. Donc ça voudrait dire, dans ces cas-là, eh bien prendre l'argent. Alors comment s'y prendrait-il ? Je vais regarder un petit peu l'article justement sur récupérons ces 300 milliards. Il le dit crûment, l'autre là, donc le Villeroy de Galhau. Où est-ce que vous voulez que je dise un petit mot ? Tiens, on va dire d'abord un petit mot sur une bonne tête de gonfle. Celui-là, vraiment, je vous le allez voir pour rigoler. Alors, elle est très belle et magnifique, sa fiche Wikipédia, évidemment, on s'en douterait à moins, mais alors, vraiment, il a quelle belle tête. La trahison à la française a trouvé son visage. François Villeroy de Galhau. Né en 59 à Strasbourg, donc c'est un Lorrain. Non, c'est un Alsacien, que dis-je. Mais il est issu d'une vieille famille, bourgeoise, plutôt issue de la Lorraine. Donc il était issu de Simon Villeroy, bourgeois de Saint-Avold. Donc parmi ses ancêtres, on voit tout à fait cette engeance qui existait déjà, mais qui on imposait. C'était des bourgeois, mais qui avaient une colonne vertébrale, un fil directeur, et parce qu'à l'époque, il y avait le roi aussi.
ou parce qu'il y avait une république qui, au début, peut-être, ne fut pas totalement décadente comme elle est devenue aujourd'hui, avec un de ses derniers rejetons, donc tel que cet individu. Donc c'était ils pensaient au début, les bourgeois, qu'à une chose, c'est à imiter les nobles, l'aristocratie. Ils se pensaient comme aristocratie, donc il y avait des valeurs, évidemment, et noblesse oblige, ne disait-on pas. Ils étaient là au service. Donc il y a eu des grands serviteurs. Mais on voit bien dans cette famille, regardez, il avait Claude Villeroy, directeur général des hôpitaux militaires. Et alors, ce Nicolas Villeroy, eh oui, Nicolas, c'est le saint patron de la Lorraine, c'est pour les origines lorraines aussi. Nicolas Villeroy, receveur, alors c'est très intéressant, receveur de la vente étrangère des sels et capitaine de la garde nationale. Et en même temps, fondateur de l'entreprise Villeroy et Bosch. Vous voyez, comme là, vous avez, voilà, Nicolas Villeroy, il a fait sa fortune après la Révolution, 1759-1843. C'est intéressant de voir les arbres généalogiques, ça dit beaucoup de choses sur les gens. Donc ce Nicolas Villeroy, il est le basculement vers une espèce de bourgeoisie affairiste. En même temps qu'il est capitaine de la garde, ce qui n'est pas rien, il est receveur de la vente. Donc hop, hein, il y a les trois en un, le Nicolas Villeroy, son ancêtre. Hein. Il est à la fois capitaine de la garde, donc voilà, noblesse oblige, le service, receveur de la vente étrangère des sels, donc là c'est le côté affairiste du capitalisme de connivence, et puis fondateur de sa propre entreprise, donc là c'est carrément pour ma gueule, et ça donne Villeroy et Bosch. Donc ça donne tout à fait, mais là on a le personnage, il est exactement pareil l'autre, il a fait Polytechnique, il a fait l'ENA, il s'est dû quelques années à l'État, il est parti faire sa banque, faire la banque à la BNP, il y a ramené énormément de conflits d'intérêts, il a été de toutes les connivences avec ce qu'il y a de pire. Il a été directeur de cabinet, tenez-vous bien, de Dominique Strauss-Kahn, de 97 à 99. Ça, c'est intéressant aussi, le personnage, hein, Monsieur Villeroy de Galhau. Il passe dans le privé, il est devenu PDG de CTLM, vous voyez. Donc, ça, c'est voilà, qui est la société de crédit de la BNP. Donc, et là, il est parti sur la banque et il est revenu, tranquillou, bidou, il est devenu, il est revenu à la Banque de France, gouverneur, depuis maintenant 1er novembre 2015. Et président, tenez-vous bien, du conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux. Donc c'est un gars qui compte, c'est un gars qui n'est pas qu'un polichinelle. Et j'avais remarqué depuis quelque temps qu'il montait en puissance. Je le voyais même, pour tout vous dire, à Matignon. À un moment donné, en fait, je n'avais pas vu pourquoi il montait en puissance comme ça. Je m'interrogeais, je me dis, ce type est louche. Pourquoi est-ce que cette espèce de diable ressort de sa boîte tout d'un coup? Je me posais vraiment la question en me disant, mais bon, il a fermé sa gueule comme un larbin qu'il est pendant qu'on creusait les déficits, et puis tout d'un coup, il vient ramener sa science et nous dire qu'il va falloir faire des économies. Je dis, mais alors, il y en a vraiment qui ont du culot. Donc, je pensais qu'on le montait en avant, parce que c'est pas neutre, hein, c'est quelqu'un qui n'existait pas sur le plan médiatique, qui est apparu il y a quelques mois. Donc, je pensais qu'il était un recours politique. Eh ben non. C'est pas un recours politique. On voit très bien qu'en fait, il fait partie du futur narratif qui va piquer l'oseille. Et il le dit. Donc, je reviens à l'article. On va détailler l'article dans cette dernière partie du live, qui est récupérons ces 300 milliards. Récupérons. Bon. Moi, je veux bien récupérer, mais comment il récupère? Ça fait vraiment main basse sur l'oseille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il cite Ursula, évidemment. Voilà. Il cite Ursula, qui, toujours au même forum de Davos, elle a dit, donc il se fait l'interprète de la présidente de la commission, elle a dit que nous, je vais dire quand même alors il y a une erreur de transmission, mais pour un énarque polytechnicien, on attendrait un français un peu plus maîtrisé, mais bon. Elle a dit que nous Européens, nous tiendrons à nos valeurs. Je ne sais même pas si c'est du français. Nous tiendrons à mon avis c'est le journaliste, c'est pas possible, à nos valeurs, aux règles du droit. Simplement, nous devons être plus offensifs dans la façon de les défendre.
De défendre quoi? Les règles? Les valeurs? Oui, d'accord. Et puis, elle a dessiné un programme de changement de l'Europe, d'accélération de la croissance et de l'innovation en Europe. Bah, dites donc. D'accélération de la croissance. Ah, bah, dis donc, Villeroy de Galhau. Moi, je crois que accélération du néant, ça fait toujours du néant. Hein. Le zéro, quand on a zéro de croissance, tu accélères autant que tu veux le zéro. Tu galopes vraiment vers le néant. Hein. Il n'y a pas de croissance, cher ami. Voilà, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance en Europe. Il y a plutôt le contraire là. Hein. On est plutôt en train d'entrer dans une récession et si elle n'a pas lieu, c'est parce qu'on arrive encore à rendre l'appareil par la dette et par la consommation. Mais ça va plus durer très longtemps. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.